Je crois qu'on est tout bon. Premier podcast. Eh oui, premier podcast. Discutons, en fait, c'est un prétexte pour parler avec des gens que je trouve inspirants. Et la première personne que j'invite, c'est une personne qui me tient un peu à cœur parce que c'est ma sœur. N'importe quoi. Voilà, si vous voyez pas, il y a quand même un air de ressemblance. Donc voilà, c'est ma tante, la sœur de mon père, Tata Mélanie. Tata Mélanie, bonjour. Enchantée. Enchanté, Maëlle. bienvenue dans Click. Ben, merci. Hein. Voilà, vous savez que je fais du stand-up et c'est la première personne à m'avoir fait monter sur scène quand j'avais 15 ans. Oups, quelle erreur. Premier artiste de la famille et peut-être seul artiste de la famille. Il y en a Ben pas, non, il y en a pas trop. mon père, c'était un artiste. Il Notre jouait de la grand-père, c'était un musique. artiste. Il dansait. J'étais inspirée par lui. Il dansait tout le temps. Il Mm. était la musique toute la journée. Et voilà, on va commencer par ça. Pour les personnes qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Je me présenter, moi, je suis Mélanie. Je suis danseuse professionnelle, chorégraphe, professeure de danse et de yoga aussi. Et je suis maman aussi de 2 enfants. Donc c'est important aussi ça. Et passionnée par l'art en général. Je fais de la peinture, de la sculpture, je fais plein de choses différentes dans l'art, de la musique aussi. Et tu nous viens d'où? Ça fait grave. Mulhouse-Ville. Mulhouse-Ville. Voilà, Elle en est pas Mulhouse-Ville. fière, moi je suis fier. Bah Mulhouse. si, qu'est-ce que Mulhouse représente? Mais j'habite dans le sud, j'habite à Sanary. Et là, Sanary représente aussi parce que c'est ma ville d'adoption et je l'adore. C'est là où j'ai mon studio de danse et voilà. Là où tu as élevé tes enfants, là où est ta vie? Tout à fait, là où est ma Et- vie et Mulhouse. pour l'instant. Pour l'instant, mais t'es quelqu'un qui bouge beaucoup. Mais ça, on va en parler. Ton enfance à Mulhouse. À C'est- Tagolsheim, s'il te plaît. À Tagolsheim. Précisément. Parce que c'est ma tante, mais il y a plein... parce que c'est aussi pour moi que je fais le podcast, parce qu'il y a plein d'infos que moi, je connais pas sur toi. Ou plein de trucs qui, moi, me semblent logiques. Mais je me dis, ah ouais, si je prends du recul, peut-être que je peux en tirer des leçons. Donc voilà. Mais d'abord, Mulhouse. Bah, Mulhouse, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, de la maternelle à la terminale. Hein, et T'es né en quelle année? 75. 75. Et ouais. Et voilà, la danse, à l'atelier danse, au conservatoire de Mulhouse, en Suisse, à Bâle, avec Zaza, ma prof de chœur, avec qui j'ai fait beaucoup de choses. Voilà, la filature, enfin, tout ça. Strasbourg aussi, j'ai beaucoup appris et travaillé sur Stras au début avant de quitter la région. Voilà. Mais moi, j'aimerais revenir déjà. Naissance en 75. Et donc, tu grandis déjà dans une famille métissée, couple mixte. Oui, Donc, maman bretonne, papa guadeloupéen. voilà. Et tu rajoutes à ça un peu d'algérien dans le tout. Et donc, comment ça se passe de grandir dans une famille mixte, Enfin, dans un peu les... d'algérien pour toi, hein. un peu d'algérien Ah, pour Moi, c'est pure alsacienne, de Alsace- naissance, mais maman bretonne, papa guadeloupéen et élevé en Alsace. Voilà. Mm. Et très empreinte de Suisse et d'Allemagne, donc très exotique. Et comment ça se passe l'éducation? Parce qu'il faut savoir que moi, t'as eu un père militaire. Oui, éducation assez dure, mais juste, je dirais. Et puis, beaucoup d'apprentissage et surtout pour moi, une liberté dans l'art. Ça, c'était vraiment très important, je trouve. Et j'ai pu faire de la musique, de la danse, de la gym, du dessin, sans restriction. Et ça, c'était vraiment super, génial, parce que du coup, moi, c'est dans ça que je m'épanouissais, dans ça, et ça que je voulais faire. Donc, du coup, d'avoir l'aval de mes parents, c'était juste top. Et surtout, papa, il m'a dit que c'est vraiment depuis toute petite. Depuis que tu as 2 ans, tu as des maracas où tu es en train de danser. Ou... S'il le dit, c'est qu'il l'a vu. Après, moi, mes 2 ans, je m'en souviens pas. Mais oui, toujours, j'ai toujours dansé, j'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours dessiné. C'est comme ça, c'est mon moyen d'expression, l'art. Et c'était aussi dans la culture, à la maison, d'avoir de la musique souvent. Ouais, mon père, il mettait tout le temps la musique. Il jouait aussi du djembé, enfin du ka, plus précisément. Et les maracas. Ouais, danser, ça fait partie juste de la vie. C'est pas une posture, c'était musique tout le temps. Comme moyen d'expression. Ouais. Et surtout, ce qui me fascine, c'est que Ben, les fêtes de famille, chez nous, c'est souvent... la on prend un danse. petit apéro, on prend un petit apéro et ça danse sur tout type de musique. Ouais. Et c'est plus une célébration qu'une réunion, j'ai l'impression.
plus on célèbre le fait d'être ensemble Ouais, c'est un plutôt partage. qu'on se réunit. On est content de se revoir et du coup, on partage ça au travers de la musique, de la danse, des photos, aussi Des des photos vidéos. aussi que je dois envoyer. Et en fait, la danse, c'est ta passion depuis que tu es toute petite. Et comment tu as réussi à... C'était quoi le rapport à l'école vs ta passion? Parce que ta passion, tu l'as trouvée très tôt. Et souvent, les gens qui trouvent leur passion très tôt, l'école ne les intéresse plus. Ou comment ça s'est passé pour toi? Bah, en fait, l'école m'intéressait dans le sens où j'ai su très jeune que je voulais être pédagogue. Bon, alors déjà, l'école me plaisait de base. Donc, j'ai toujours aimé aller à l'école, pardon. Mais être pédagogue, c'était quelque chose qui me branchait. Et du coup, je savais que pour avoir le diplôme de professeur de danse, il fallait de toute façon avoir le bac. Donc, c'était entendu que j'irais de toute manière jusqu'au bac. Et ensuite, j'ai fait d'autres types d'études aussi parallèlement à ma carrière de danseuse, mais parce que c'est quelque chose qui me plaît, moi, d'apprendre. Et j'ai jamais fini d'apprendre. Ma dernière formation, c'était il y a 2 ans et j'ai pris pas mal d'études pour devenir prof de yoga et c'est pas fini. J'en ferai encore. Donc, c'est pas du tout un rejet pour moi, au contraire. Apprendre, même dans un autre domaine que la danse, a toujours été hyper important. J'ai fait mon bac, après j'ai fait une fac de lettres. Et pendant la fac de lettres, j'ai fait une audition en Suisse, pardon, pas en Suisse, en Allemagne, à Berlin. Du coup, j'ai quitté la fac, je suis allée faire ce contrat qui a duré plus d'1 an. Du coup, j'étais danseuse pour un chorégraphe américain et nous étions une petite troupe qui dansait pour une chanteuse assez connue en Suisse et en Allemagne à l'époque. Et voilà, après, en revenant, j'ai quand même voulu faire des études parce que j'avais toujours en tête cette école de danse que je souhaitais un jour avoir, pas à 20 ans, mais en tout cas plus tard. Et du coup, j'ai repris des études de commerce, voilà, en alternance. Et ça, c'était à peu près vers quel âge? 20 ans, 20 ans? ouais. Parce que moi, j'essaie de faire la chronologie, en fait, dans l'histoire. Donc, tu es allé choper ce contrat en Suisse, tu es revenu pour faire des études de commerce. Alors, parallèlement, parce que je continue Parallèlement. toujours là-dedans. Je travaillais, pendant que je faisais mon BTS, je travaillais en même temps. Donc, à Mulhouse, je donnais des cours dans 2 écoles, à Colmar, une école, et je travaillais dans un lieu où on faisait du cabaret, un musical à Strasbourg. Donc, parallèlement, je travaillais, je faisais toujours la danse. Oui, 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 parce que j'avais la niaque, j'avais super envie, moi, d'être parée au niveau des études pour pouvoir tenir un jour une entreprise, parce que mine de rien, même une école de danse, ça reste une entreprise, donc il faut savoir la gérer. La gestion, la comptabilité, la com, voilà, tout ce qu'on a besoin de savoir pour bien gérer une société et la pérenniser. Et il vient d'où ce besoin de fonder sa propre structure? Je connais pas bien le milieu de la danse, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de danseurs qui sont juste itinérants. Il y a une compagnie qui les appelle, ils vont danser, et il y en a pas... il y en a très peu qui ont envie de monter leur structure et devenir indépendants, quoi. D'où il vient, je ne saurais pas te dire. Après, c'est depuis toujours que j'ai toujours voulu. Après, je ne l'ai pas fait tout de suite. Je l'ai eu assez tard, mon école. Au final, j'ai travaillé dans diverses écoles auparavant. Mais c'est ces diverses expériences qui m'ont montré que je n'avais pas envie de travailler pour quelqu'un. Parce qu'en fait, que j'avais plus envie, en tout cas, de travailler pour quelqu'un et qu'il fallait que je crée ma propre structure parce qu'on n'avait pas la même vision de l'apprentissage de la danse auprès des gens, que ce soit les enfants, les ados, les adultes. Parce que pour moi, la danse, c'est pour tout le monde. Un humain est un humain et chaque personne a le droit de danser, quelle que soit sa condition. Donc ça, je rencontrais beaucoup de freins dans les différentes écoles dans lesquelles j'ai travaillé et ça me dérangeait beaucoup dans mon enseignement. Et moi, je voulais accueillir chaque personne qui est volontaire et qui a envie de faire de la danse dans mes cours. Sauf que quand tu n'es pas le directeur de la structure, c'est pas toi qui choisis. Et du coup, j'étais frustrée de ça et j'ai tout fait et tout mis en place pour que moi, je puisse avoir ma structure et décider de mon enseignement et comment j'allais le diriger, quoi. Et ça, on en parlera après, tu me skip, mais franchement, c'est hyper bien. Mais moi, j'aimerais parler de ma cousine dans tout ça, parce que moi, j'ai 24, mais tu as été maman à 23 ans, Oui. c'est ça? Ouais. Et ça, c'était une période assez... je te laisse en parler, parce que c'était la période où tu étais toujours sur Mulhouse, 23 ans. Non, un pays, je l'ai eu à Cannes, donc non, j'étais plus sur Mulhouse. Mais moi, elle m'avait dit que tu étais partie exprès. Oui, je voulais pas qu'elle naisse à Mulhouse. Elle voulait pas qu'elle naisse à Non.
Je voulais qu'elle laisse le soleil. Voilà. Non, parce qu'en fait, si tu le fais, l'enfant, après, tu bouges plus. C'est plus Oui. difficile. Donc, je suis partie, j'étais enceinte. Et j'avais pas d'appart. J'ai quitté mon appart à Mulhouse et tout en mode oui, oui, je vais trouver direct. Et bien non, je n'ai pas trouvé. J'ai squatté chez des potes au départ. Et puis finalement, on a trouvé. Et dans la foulée, j'ai trouvé une compagnie dans laquelle je suis restée quasi 10 ans, je crois. Je travaillais sur Toulon et j'habitais Cannes. Non, Ah, Cannes. j'habitais Cannes. Mais c'était une troupe itinérante, donc on bougeait partout dans toute la France, même à l'étranger. Et voilà, mais oui, c'est ta cousine qui m'a fait bouger. C'est-à-dire que j'avais... Non, je bougeais déjà avant, mais j'avais, je sais pas pourquoi, j'avais pas envie de rester à Mulhouse. J'avais l'impression que j'allais stagner et tourner en rond. Mhm. Alors peut-être que c'était faux, peut-être que c'était vrai, j'en sais rien, mais en tout cas, le fait d'aller dans le sud, ça m'a ouvert d'autres portes. Et du coup, surtout, je me suis fait au soleil, et au ciel bleu, et à la mer, tout de suite en face de chez moi. Ça fait une semaine qu'elle est là, elle est avec un thé, elle est malade. Voilà. Bah ouais, j'ai la crève, Les anticorps, l'humidité les anticorps. de Mulhouse. Ouais. Mais qu'est-ce que je voulais dire? En fait, c'est quand même c'est tôt d'avoir un enfant à 23 ans. Après, c'est peut-être En fait, mon ressenti. j'étais enceinte à 23, j'ai accouché à 24. Pour moi, non, c'était pas tôt. Ça faisait 6 ou 7 ans que j'étais avec son papa, donc pour moi, c'était la suite logique. Et non, j'ai toujours voulu créer une famille à moi, donc non, je trouve pas ça tôt, personnellement. Et au contraire, moi, je trouve que ça m'a boosté dans ma carrière, dans mes envies, dans ma façon de voir les choses, puisque du coup, j'étais plus seule et il fallait que j'assure. En tout cas, ma vision des choses, c'est que voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Et je voulais juste revenir sur t'es parti à 16 ans de la maison. Et on a souvent cette discussion parce que moi, j'ai 24 ans et moi, je reste sur le rinté. Tanguy, quoi. Ouais, Tanguy, jusqu'à ce qu'on s'embrouille. Et en fait, c'est comment de partir à 16 ans de la maison? Parce que t'es parti parce que t'avais envie de liberté. J'ai l'impression que c'est toujours ce qui a guidé un peu. Je te reconnais beaucoup en Shirley Soignon. C'est une humoriste qui te ressemble un peu par sa philosophie de toujours chercher la liberté. Où qu'elle est, si elle se sent pas bien. Peut-être. Ah oui, en tout cas, je reste jamais dans un endroit qui ne me convient plus, qui ne me convient pas. Donc, oui, ça venait d'une volonté aussi de développer ma danse, etc. Et voilà, Tagolsheim, c'est pas forcément pratique. Donc, quand je suis partie de chez mes parents, au départ, j'étais sur Mulhouse, dans un appart. Chez Zaza. Ouais, avec Zaza, ma prof de danse. Et ça m'a permis justement de faire toutes les auditions que je faisais, tout ça, de continuer mes études en parallèle et d'être quand même plus dans un lieu qui permettait justement ça, de développer et ma danse et mes études. Ensuite, tous mes départs, ça a été des rencontres, ça a été l'Allemagne. J'ai réussi l'Allemagne, donc forcément, ça m'a amené à partir en tournée. Le Sud, parce que j'avais envie de bouger. Et puis le Sud, la compagnie dans laquelle j'étais, on bougeait partout. C'est cool. Et puis plus tard, j'ai fait d'autres choses qui m'ont permis d'aller aux États-Unis aussi. Ouais. Donc, ouais, l'envie de se renouveler aussi, peut-être. Se renouveler, pas s'encrouter et pas se contenter de ce qu'on a, tu vois, sortir sa zone de confort. Ouais. Parce qu'en fait, quand on est trop dans sa zone de confort, on n'a plus l'élan, je trouve, créatif, en tout cas dans mon métier. En tout cas, pour moi, ça me concerne que moi. Hein. Mais ouais, changer d'air, changer de lieu, changer de perspective, changer de partenaire, changer d'amis, entre guillemets. D'être en perpétuelle évolution. C'est ça. Tout bouge, tout se meut. Donc, être dans ça, dans cette mouvance. Ouais. J'aimerais savoir comment ça se passe à partir du moment où moi je t'ai rencontré. Parce que... C'est moi qui t'ai rencontré. Ouais, c'est toi qui m'as rencontré. Je te portais sur mon petit doigt. Voilà, ce petit doigt-là, il m'a porté un jour. C'est ça. Et comment ça se passe? Parce que moi, je t'ai vu de ma vision d'enfant. On allait chez Tata Mélanie et elle était tout le temps en train de... Pas tout le temps en train de bosser. Parce que oui, tu bossais, mais tout le temps au studio, tout le temps avec des enfants, tout le temps en train de... Bonne vision, hein. C'était tout à fait ça. Et c'est toujours encore le cas. Un peu moins, parce que ça, on va en parler après, mais tu commences depuis à peu près un an, 6 mois. Allez, le Covid,
M'a coupé les ailes. Ouais, t'as coupé les ailes. Mais maintenant, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais c'était un mal pour un bien, entre guillemets, pour moi, pour mon évolution. Parce que du coup, ça m'a fait Ça t'a fait te remettre en question. énormément. Parce que quand tu passes Mais ça, un mais an ça, de justement, fermeture, d'abord, qu'est-ce qui se passe dans mon enfance? Parce que moi, je vois ma tata beaucoup, beaucoup bosser. Thaïs qui est toujours à côté de toi, qui est toujours à côté pendant que tu répètes. Et comment ça se passe toute cette phase où moi j'ai des souvenirs de tous les ans, c'est le gala de tata elle est là, tata elle fait ci, tata elle fait ça. À peu près de, je sais pas, des années 2012, on va dire. Qu'est-ce qui se passe entre 2000 et 2012? il y a la création du studio. Parce que j'ai travaillé pour diverses compagnies et divers studios. Et à quel moment ça a switch de... Déjà, j'ai fait ma formation de prof et ça switch suite à une mauvaise expérience. Ouais. Voilà, dans une école de danse où justement j'avais une personne hyper obtuse et qui... alors, c'est une anecdote, mais c'est une parmi 100 qui m'a dit un jour pourquoi vous mettez cette petite devant dans votre chorégraphie? Et c'était une petite qui était obèse. Et je dis parce qu'elle danse super bien et que c'est un moteur pour mon groupe et tout. Elle dit non, physiquement c'est pas possible, vous la mettez derrière. Et là, je me suis dit mais quoi, non, pourquoi je vais la mettre derrière? Et de toute façon, je suis maître dans mes cours, même si vous êtes directrice de l'école, en fait, c'est quand même moi qui décide qui va aller devant ou peu importe, de ma chorégraphie que j'ai créée. Et de là est partie voilà, mon envie d'être vraiment à mon compte et de plus avoir ce genre d'horrible discours sur la différence, quoi. Mais ça, c'est ouf parce que j'ai l'impression que c'est un peu la croisée des chemins, dans le sens où c'est ton envie déjà d'avoir ta structure de base, Oui. mais ça vient aussi corréler avec... C'est clair. Ça s'est passé en mai. Ça s'est passé en mai. En août, j'avais ouvert mon école. Voilà. Donc, juin, juillet, août, 3 mois après, sachant que juillet, août, c'est la coupure chez nous dans les écoles de danse, j'ai mis l'été pour créer ma structure et je l'ai commencé en septembre avec, je pense, la première année, 70 élèves à peu près, ce qui était quand même déjà pas mal pour une création. Parce que ça, c'est toi toute seule. C'est moi toute seule. J'ai bossé 13 ans toute seule. Après, j'ai pris des collaborateurs la 13e année, mais 13 ans toute seule, ouais. Et c'est comment les débuts? Est-ce que tu as du succès dès le début ou ça se passe comment? Alors, je sais pas si on peut appeler ça succès. Le truc, c'est que comme j'ai passé des agréments aussi pour l'éducation nationale, pour la danse pour les tout-petits et la danse pour les seniors, j'ai des compétences, on va dire, un peu atypiques dans la danse, dans l'enseignement de la danse, qui font que les mairies m'ont contacté, les écoles m'ont contacté. J'ai eu la chance de faire beaucoup de projets avec des instituts dans les classes de la maternelle à la terminale. Donc du coup, quand j'en ai fait beaucoup à Sanary, mais j'en ai fait aux alentours aussi, dans les villes alentours. Du coup, quand les enfants avaient envie de faire de la danse de manière plus régulière et dans une école, ils pensent à moi. Parce qu'en fait, ils m'avaient vu déjà dans leur école faire un projet, et du coup, ils avaient adhéré. Et quand leur venait l'idée de faire de la danse, du coup, ils venaient chez Mel. Donc, c'était plus facile. C'est ce qui m'a permis d'avoir un vivier, on va dire, d'élèves dès le départ. Donc, mais par contre, je comptais pas mes heures parce que le soir, j'étais à l'école de danse. Le matin, j'étais dans les crèches tous les matins. Le midi, j'étais dans les TAP, c'est-à-dire les trucs périscolaires. Et pareil, à 4h30. Donc, en fait, je passais ma vie à aller dans les structures, à danser et à faire danser les gens. Une fast life. Tout ça en même temps qu'elle est maman, il faut le savoir. Tout à fait. Ouais. Ce qui est pas évident. La danse t'a permis de voyager énormément. Tu as fait à peu près combien de pays? Parce que c'est la personne qui me force le plus à bouger. Dès que je lui parle d'un pays, Canada, ou dis vas-y, prends ton billet. Ouais. Canada, déjà, je l'ai fait. Les États-Unis, New York, Los Angeles, l'Allemagne, la Suisse, Luxembourg, les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, la Roumanie, la Tunisie, le Maroc, la Guadeloupe, la Corse. C'est pas un pays, mais... Si, la Corse c'est un pays, si on veut pas se faire... La Suisse, voilà, je crois que globalement... Et l'Afrique, ça c'est un continent. Je suis allée faire un voyage humanitaire à Toubab Dialaw, voilà, au Sénégal, qui était super aussi. Et de par le biais de la danse d'ailleurs. Avec 23 autres profs de danse, on est partis dans un super voyage en 2017 pour amener des médicaments et des affaires scolaires à des enfants de là-bas.
En fait, c'était un partenariat avec un théâtre qui est en plein milieu de la savane, on va dire comme ça, et et une école de formation. Et du coup, nous, on prenait des cours de danse africaine en tant que prof. Ça permet de développer notre vocabulaire chorégraphique et de se former, toujours dans cette dynamique de se former. Et en même temps, dans le lieu, on faisait venir des enfants qui n'avaient jamais eu accès à la danse. Et nous, avec nos spécificités, donc moi, j'enseigne aussi donc le classique, le jazz, et le street, etc., le hip-hop, de leur donner à eux des cours de ces disciplines-là. Il y avait des profs de contemporain, des profs de plein de choses différentes, et c'était un échange avec ces enfants. Et nous, on prenait avec les professeurs de danse africaine sur place. En même temps, on a visité plein de choses, et voilà, et on a distribué dans divers villages ce qu'on avait ramené dans nos containers. Donc, chaque prof de danse, on était donc 23, a demandé à ses propres élèves de son école de ramener des choses, et chacune donc avait, je ne sais plus exactement combien de kilos, mais de matériel, etc. Et donc, tous nos efforts réunis dans nos écoles respectives ont permis d'amener, je crois qu'on avait 3 containers. Voilà, donc c'était chouette. Et c'était superbe expérience et d'échange et de découverte d'un pays, mais découverte de nos origines lointaines aussi. Parce que j'ai visité l'île de Gorée, donc des esclaves, la traite des Noirs, etc. Donc c'était assez émotionnel en même temps. Très riche culturellement, très riche dans les relations humaines et de ce que j'ai vu aussi. C'est-à-dire qu'avec très peu, ils se contentent de très peu déjà, et ils sont très heureux et très joyeux. C'est une phrase un peu cliché, mais Ouais, mais quand tu le touches de très près, tu te rends compte qu'en fait, c'est vrai. Et qu'en fait, tu vois, j'ai pu me doucher avec de l'eau glacée pendant les 13 ou 14 jours du voyage. Donc, c'est que c'est possible. Oui. Alors que là, quand on n'a pas d'eau chaude parce qu'on est 7 semaines, oui, c'est ça. Mais ça remet un peu les pendules à l'heure. Les voyages forgent le caractère, et je dirais ta philosophie, on va dire. Ouais, ta philosophie, et surtout ça te permet de sortir encore une fois de ta zone de confort. C'est-à-dire que de voir des gens qui ont moins et qui sont peut-être plus heureux, ça te fait réfléchir en fait. Et tu te dis oui, tu vois, clairement, les enfants, ils n'aiment même pas de quoi écrire sur un cahier. Alors que nous, on utilise des feuilles non-stop, et voilà. Donc oui, ça remet les choses à l'heure. D'ailleurs, j'aimerais vraiment, vraiment refaire un voyage humanitaire, ça fait partie de mes projets, c'est sûr. Donc voilà, UNICEF, si vous nous écoutez, faut engager Tata. Ça, c'était 2017. Moi, je suis arrivé un tout petit peu avant. Et je vais commencer cette amorce parce que c'est... Je vais commencer l'histoire et après, toi, tu l'as fini avec ton point de vue. Mais je vais juste me rapprocher un peu parce que le micro, on n'entend pas super. 2015, je pense, j'ai le rêve fou de devenir humoriste. Et j'en parle un peu à tout le monde, grande gueule. C'était vraiment pour me donner une personnalité. Et j'ai continué un peu ce truc-là tout l'été. Et cet été-là, on est parti en vacances chez toi. Tu faisais ton gala annuel du studio de danse au Théâtre Gali. 950 personnes. Ouais, c'est à peu près. Théâtre complet, 950 personnes, voilà. Il n'y a pas beaucoup d'humoristes qui remplissent ça. Et donc moi, grande gueule, je dis, voilà, moi j'ai envie d'être humoriste. Je peux le dire, Tata a toujours été la personne la plus dure avec moi, la plus terre à terre. Et elle m'a dit, ah mais si t'as envie, je te fais monter sur scène, il n'y a pas de souci. Et moi, je pensais que c'était des paroles en l'air. Et pas du tout. En plein milieu du gala, donc 950 personnes, elle me dit, voilà, j'ai mon neveu. Donc moi, je suis assis dans la salle comme tout le monde. Elle me dit, j'ai mon neveu qui a envie d'être humoriste. Et donc voilà, je lui laisse 5 minutes s'il a envie. Et c'est surtout le s'il a envie, parce que ça laisse le libre arbitre de je te tends la perche, qu'est-ce que t'en fais en fait. Et donc je suis monté sur cette scène sans aucune blague, avec un style un style démodé. Et voilà, c'était ma première scène. J'ai eu des applaudissements un peu timides, mais je tenais quand même à te remercier dans ce podcast, parce que là au moins je sais qu'on m'entend bien, parce que t'es la première personne à m'avoir fait tu veux quelque chose, confronte-toi à ce truc-là. Et depuis, ça continue. Et surtout, à la sortie du théâtre, moi, j'étais un peu nul, donc je suis sorti. Et il y a un journaliste qui est venu, qui a dit « Ah ouais, c'est pas mal ce que t'as fait, j'ai bien aimé. »
Et du coup, il m'avait mis 2 lignes dans le Var matin. Donc, j'étais grave content. Et l'année d'après, tu m'as dit que l'année d'après, je devais présenter le gala. Donc, avoir plusieurs interventions, présentations, etc. Et là, j'étais dans ma période un peu humour noir. Et donc, j'avais un an. Enfin, j'avais un an pour écrire un bon texte de présentation, etc. Arrivé le soir, là, je te laisse raconter la suite de l'histoire. La deuxième fois, je voulais que ce soit moins improvisé. Je t'ai donné le défi de préparer justement des textes un peu plus bossés, quoi. Et pour te faire comprendre qu'en fait, il n'y a pas que l'impro. Il y a dans l'humour et dans tout type d'art, en fait, il y a le talent, il y a une part d'impro par moment, mais il y a surtout beaucoup de travail. Et du coup, à la répète du matin, tu as fait une blague que j'ai pas trop sentie. Vraiment pas, parce que c'était décalé par rapport au type de public qu'on a, parce que moi, j'ai beaucoup d'enfants dans l'école de danse. Du coup, là, je saurais plus exactement ce que c'est, mais en tout cas, une blague qui correspondait pas du tout à mon public. Moi, je sais, c'était que je disais, moi, je fais mes petites blagues, et après, vous allez voir, il y a des petites filles en tutu qui vont venir danser. Donc ça, c'est pour les parents et les pédophiles. C'était la première fois que je me suis mangé vraiment un nom de la part du public, genre, oh. Alors, on a toujours ce débat-là. Chaque année, c'est le débat de est-ce que j'aurais dû le faire ou pas. Et vu qu'on a le même caractère, qu'on est tous les deux têtus, moi, je prends le parti de il fallait que. Moi, je n'ai pas de censure. Enfin, la seule censure, c'est moi, dans le sens où si j'ai envie de tester un truc, je le teste et après, je vois les conséquences. Et j'ai dû aussi apprendre qu'il y a des publics devant lesquels on va pas faire certaines blagues et que surtout, déjà, ils sont pas venus me voir moi, que moi, je m'incruste un peu dans le spectacle et qu'en plus, je leur fais pas passer un hyper bon moment parce que je leur fais penser un peu aux pédophiles qu'il y avait peut-être. Non, je rigole. Moi, ça m'a forgé. Et ça m'a forgé surtout, j'avais bossé un petit truc, mais des fois, tu m'envoyais au casse-pipe. Des fois, il fallait que les comédiens, enfin, il fallait que les danseuses se changent. Et moi, je venais de me prendre un four, donc je n'étais pas hyper enjoué à l'idée de revenir sur scène. Et après, ma blague pourrie, elle m'a fait revenir 3 ou 4 fois sur scène. Et donc, j'ai vraiment dû faire face à un mur. Quand les parents, genre, c'est 2 heures de spectacle, quand ton enfant, il passe au début, généralement, tu restes pas après. Donc, petit à petit, les gens, j'en voyais de moins en moins, je me disais que c'était de ma faute. Et non, c'était un vrai moment sur scène. Un vrai moment Nutella, mais un vrai moment d'apprentissage. De toute façon, à partir du moment où tu es artiste, il faut que tu acceptes la critique, qu'elle soit positive ou négative. C'est ça le plus important, parce que si tu n'acceptes pas ça, si tu n'intègres pas ça, tu vas avoir beaucoup de mal. Tu vas être hyper malheureux. Il faut être sûr de soi et de ce que tu défends, mais savoir aussi que ce que tu défends, ça peut pas plaire, tout simplement. Moi, le politiquement correct, je suis pas forcément pour. Mais en l'occurrence, c'était pas, tu as bien dit, c'était pas un spectacle d'humour. Oui. En fait, voilà. C'est un spectacle de petites filles qui dansent sur scène, que les parents attendent impatiemment toute l'année parce que, comme je leur interdis l'accès aux salles de danse, ils ne peuvent jamais voir ce que leur enfant fait. Donc, les gens, ils payent, mais ils savent pas ce qui. Et voilà, et que c'est la surprise. Et si tu veux. Voilà, donc ils veulent juste voir le résultat, on va dire, de l'apprentissage d'une année de cours de danse. Et voilà, c'était juste mal appris. Et c'est tout, mais voilà. Après, il faut se dépasser, il faut accepter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais parce qu'en tant qu'artiste, moi, personnellement, je cherche quand même l'approbation. Ben non, parce qu'en cherchant l'approbation, parce que ça veut dire que tu vas absolument toujours avoir, en tout cas dans ton domaine, des rires. Donc, quitte à dire des choses qui te font pas rire toi-même. Ah non, ça, jamais ça. Je ferai jamais des blagues qui me font... En plus, on est en Alsace, je peux en faire des blagues beaufs et marcher. Mais moi, je cherche absolument pas l'approbation. Parce que sinon, ça voudrait dire que je travaille à réfléchir à... Là, si je fais tel geste, ça va pas plaire à un tel... Non, c'est pas comme ça que ça marche, la création. C'est tu crées ton truc et c'est te plaire à toi-même déjà. Et déjà, ça, c'est un gros travail. C'est déjà énorme de se voir, de se corriger, de jamais être satisfait, etc. Donc, si en plus tu penses à satisfaire le public, tu t'en sors pas parce que le public est aussi divers qu'il y a de personnes dans le monde, quoi. Donc, tu t'en sors pas. Il faut être sûr de toi et de ce que tu défends avant tout. Et voilà. Et par contre, avoir le dos rond et être préparé au fait que ce que tu as défendu, il y a des gens qui kiffent pas du tout. Mais par contre, il y en a qui kiffent.
prendre juste le parti de, bah voilà, qu'est-ce qui est important? Ceux qui kiffent pas? Bah non, en fait, eux, ils kiffent pas, donc en fait, ils restent dans leur truc. Ceux qui kiffent, bah je continue de travailler pour ceux qui kiffent. J'aimerais rebondir sur ça. J'aime bien avoir des avis contraires. J'aime bien le débat. Parce que c'est ça qui nourrit la plupart des sketchs qui sont bien construits. Quand je fais un truc sur la calvitie et que je suis un peu trop dur avec les gens qui ont la calvitie, j'ai toujours un pote qui me dit « Ouais, mais là, t'es un peu dur. Essaye de nuancer ton propos. » Et je trouve que c'est toujours bien d'écouter même les critiques négatives, mais construites. Moi, je peux pas le faire que pour les gens qui kiffent. Parce que les gens qui kiffent, ils sont pas non plus objectifs. Non, mais je fais pas pas que les si gens c'est- kiffent, puisque quand tu vas dans une salle de spectacle, tu sais pas si les gens ils kiffent ou pas, ce que Oui. tu vas faire. Donc c'est pas dans ce sens-là que je te le disais, mais dans le sens de continuer. C'est-à-dire je continue parce que dans cette salle-là, il y a eu 2 personnes qui ont kiffé ce que j'ai fait. Donc ça veut dire que bah, j'ai touché 2 personnes, donc je continue. Mais c'est Oui. pas faire pour les gens qui kiffent, c'est faire pour un public. Le public ne sait jamais à l'avance quand il va avoir un spectacle ce qu'il va voir. Donc en fait, voilà. Et moi, ma danse, elle a évolué, ton numéro, il évoluera. Je suis pas la même danseuse aujourd'hui qu'il y a 20 ans, donc que des gens qui ont aimé ce que je faisais il y a 20 ans l'aimeront peut-être pas aujourd'hui et vice-versa. Donc en fait, c'est en perpétuelle évolution. Et voilà, essayer de... Personnellement, en fait, chaque personne du public qui vient voir un spectacle, quel qu'il soit, vient avec sa propre histoire. Ça peut avoir un élan, un relent, un truc dont tu parles sur scène dans sa propre existence. Donc c'est pour ça qu'il peut le prendre ou négativement ou positivement selon qui il est. Donc faut pas non plus prendre ça aussi, toi, personnellement. Ça reste que ton humour, c'est pas toi. Oui. C'est pas toi, Maël. À qui on dit, on te dit pas t'es nul, on dit ta blague là, elle est un peu nulle. C'est comme moi, si on va me dire ouais, ce spectacle, toi, il va pas trop plu. Ça veut pas dire, et ça, je l'ai jamais pris comme ça, que je suis une mauvaise danseuse. Ça veut dire que le propos que j'ai défendu à ce moment-là, bah, il n'a pas intéressé telle ou telle personne. Et tant pis. Mais pas tant pis dans le sens je m'en fous, je fais coûte que coûte. Non. Moi aussi, ça me fait réfléchir quand on me dit des critiques. Et je me dis, bah ouais, peut-être telle ou telle chose, effectivement, c'était mal présenté ou mal défendu. Comment je pourrais faire mieux ou pas enfin, en tout cas, ça amène le débat. Donc, Mais c'est très dur de faire la différence parce que c'est un peu ton bébé. Comme mon sketch, je l'ai écrit et que les gens, ils écoutent pas, ça te blesse. Parce que, genre, je le faisais sur mon sketch sur le téléphone où je dis que des fois, il y a des gens qui sortent leur téléphone quand je suis sur scène. Et ça m'énerve un peu parce que j'ai l'impression qu'on a une discussion. Et c'est comme si là, on a une discussion. Et moi, sur scène, je fais ouais, le pain, ouais, je vais le prendre. En fait, ça coupe la discussion. Et c'est très dur, en fait, de mettre un filtre entre toi et les gens. tu sais, moi, j'ai travaillé dans des cabarets où les gens ils mangeaient leur soupe pendant qu'on était en train de lever la jambe dans le French Cancan. Ils en avaient absolument rien à faire. C'est comme ça, c'est défendre ce que tu fais, coûte que coûte. Bah oui, bah, un tel, il mange sa choucroute en rigolant à la blague de son copain, il te regarde pas, bah c'est comme ça. C'est pas très grave. Parce que toi, tu kiffes, t'es sur scène, tu fais ton truc, en fait. Et il y en a d'autres qui regardent. Pour un qui regarde pas, il y en a 100 qui regardent. Et voilà. Donc, ça revient à ce que je te dis. Il faut continuer pour ceux qui apprécient. Et ils apprécient aujourd'hui. Peut-être le prochain spectacle, ils apprécieront pas. C'est pas grave. Et te détacher, en fait, de ce que tu fais n'est pas toi, en fait. Oui. Tout simplement. Ce que je fais, mes vidéos, mes chorégraphies, c'est mon art, mais c'est pas moi, Mélanie. Oui. Tu vois, donc en fait, la personne qui aime pas ma dernière vidéo, bah ouais, ok, pas de souci, et t'en as aimé d'autres, voilà. Mais ça fait pas de moi une mauvaise danseuse, pour autant, en tout cas à mes yeux. Et qu'est-ce être un mauvais danseur, ou un mauvais humoriste, ou un bon danseur et un bon humoriste? Qui définit ça? Oui, parce que t'es toujours mauvais par rapport au jugement qu'on met. S'il n'y a pas de jugement, Bah, il y il n'y a a pas de relève. le jugement, c'est quoi chez toi? C'est les rires. Donc, sur tout un sketch ou sur toute une intervention, t'as bien un rire à un moment donné, en fait. Oui. T'es arrivé d'avoir un spectacle où t'as pas un seul rire sur aucune de Je tes n'ai blagues? pas un seul. Si, parce que t'as toujours quelqu'un qui pouffe ou. Mais ça, c'est intéressant pour tous mes potes humoristes, peut-être qu'ils regarderont, Inch'Allah, qu'en fait, franchement, j'ai déjà pris des vidéos pour des potes qui jouaient sur scène parce qu'il y a des gens dans le public qui s'en foutaient complètement. Et genre, le mec, il jouait et je filmais la salle, je filmais les gens qui s'en foutaient. Et pour nous, c'est très dur parce que nous, c'est un peu c'est comme la danse ou comme la musique.
c'est qu'en fait, il faut qu'il y ait un rythme. Il faut qu'il y ait un... Je dis des trucs, haha, haha, haha. Et en fait, si tu l'as pas ou si tu l'as pas au bon moment... Dans ta chambre, quand tu écris ton texte. Et pour toi, c'est ah, mais peut-être pour le public, c'est pas ah. Donc, Ouais. il faut justement anticiper tout type de réaction. Nous, par exemple, en danse, on répète avec les costumes. Parce qu'en fait, si tu répètes pas avec le costume, tu as la surprise le jour du spectacle. Avec tel mouvement, bah, hop, le costume, il craque. Ou tu perds ta chaussure, ou peu importe. Il y a des trucs. Donc, il y a des choses à anticiper dans l'humour également. Je pense, après, je suis pas spécialiste d'humour. Mais voilà, il faut anticiper, parer à toute éventualité, on va dire, pour avoir le moins de surprises possible et être le moins dépourvu sur scène que possible. Un dur entraînement rend la guerre facile. Tout à fait. Bah, ça revient toujours au même, Maël. Oui. Le travail. Le travail. Non, mais non, cette année, j'ai travaillé quand même. Ça se voit un peu, un tout petit peu. Merci. Donc, du coup, c'est quoi ta Ma conclusion, conclusion par rapport à ça? bah, c'est qu'il faut... je déteste dire ça. Il faut travailler. Il faut travailler. On n'a rien sans rien. T'avais raison, Tata, aussi. T'avais raison, Tata. Ma fierté d'Algérien ne le supporte pas. Ça coupera pour la vidéo, mais le podcast continue. Allez sur Spotify.